vous êtes ancien ambassadeur d'Israël en Italie et en France. Vous êtes ancien président du Keren Hayesod mondial. Vous allez nous parler des relations entre Israël et les autres communautés juives du monde, le destin commun, l'interaction et la solidarité entre Israël et la diaspora. Tout cela, c'est une constante, mais cela n'a peut-être jamais été aussi vrai que depuis l'éruption de la pandémie de Covid, qui frappe indifféremment dans tous les pays et touche aussi toutes les communautés juives. Nous venons de le voir avec le professeur de la Pergola. Avi Pazner, toute votre carrière de diplomate et les années que vous avez consacrées à la présidence du Keren Hayesod font de vous un spectateur privilégié, mais aussi un acteur de ces relations entre Israël et la diaspora. Aujourd'hui, elles sont mises à l'épreuve par la crise sanitaire, alors que chaque communauté a déjà ses propres enjeux politiques, religieux, démographiques. Et si chaque communauté doit comprendre Israël, Israël, lui, doit les comprendre toutes. Alors, comment fait-on pour lire tout cela dans une période aussi compliquée, Avi Pazner? Premièrement, merci beaucoup, ma chère Pascal, pour votre introduction. J'espère que nous allons nous rencontrer bientôt. J'espère après aussi. la pandémie à I24 News. Vous me manquez là-bas. C'est réciproque. Et je voudrais saluer aussi le professeur de la Pergola et vous dire, cher professeur, que quand j'étais président du Keren Hayesod, je me basais seulement sur vos chiffres à vous parce que vous êtes le plus crédible et vraiment le plus responsable de tous les démographes de la population juive du monde. Et je crois qu'aujourd'hui, vous en avez donné encore un autre exemple. Et je vois beaucoup de visages amis que je regrette de ne pas pouvoir voir personnellement. Je crois qu'il y a un an, j'étais apparu ici à la loge du Bnei Brit et j'avais eu beaucoup de plaisir à vous rencontrer personnellement. Ce soir, je vais vous parler un peu des relations générales entre Israël et la diaspora. Cette question est devenue importante seulement dans les dernières centaines d'années, je dirais, peut-être un peu plus, parce que même si nous avions jusqu'au début du 19e siècle une population juive en Israël, en Palestine, pardon, en Palestine ottomane ou la Palestine du mandat britannique, elle était petite, elle n'était pas très importante. La plupart des Juifs, 90-95%, résidaient à l'étranger, résidaient dans les diasporas, et ils avaient eux leurs problèmes, qui à leurs yeux étaient peut-être plus importants que la petite communauté juive qui habitait en Eretz Israël. Toute la question de l'intégration des Juifs dans les sociétés européennes ou américaines, la relation entre religion et judaïsme, éducation des enfants. Enfin, il y avait beaucoup de préoccupations qui ne touchaient pas les Juifs qui habitaient en Palestine. Cela a changé depuis le début du mandat britannique, mais c'est surtout après la création de l'État d'Israël en 1948 qu'il y a eu un courant très important entre la diaspora et les Juifs d'Israël, car c'était déjà les Juifs d'Israël. Alors, les statistiques ont complètement changé. Si avant cela, les Juifs ici étaient une petite minorité, après la création de l'État d'Israël, après la terrible Shoah et avec le début de l'émigration des Juifs, ceux qui ont survécu la Shoah et ceux qui sont venus des pays arabes d'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient, la situation a changé parce que maintenant, il y a un nombre important de Juifs en Israël, des problèmes extrêmement difficiles, problèmes de sécurité, problèmes économiques, problèmes d'intégration, de l'immigration, enfin 1000 problèmes d'un État nouveau. Et là,
il y a eu un élan de solidarité, un grand élan de solidarité de la part des communautés juives de la diaspora, qui était alors encore la partie la plus importante du peuple juif, vers le nouvel État. Et il y a là eu une ironie, parce que le fondateur d'Israël, le père fondateur d'Israël, Ben Gurion, était extrêmement critique à l'égard de la diaspora. Il avait même des fois énoncé des théories selon lesquelles il n'y a pas de futur pour les Juifs dans la diaspora, que le seul futur est là en Israël. Et moi, je me rappelle personnellement, parce que j'avais déjà l'âge de comprendre, les discussions entre Ben Gurion et les dirigeants juifs de la diaspora, discussions idéologiques profondes. Et où est l'ironie? L'ironie était qu'en même temps, Israël était tellement pauvre, tellement de problèmes, que sans l'aide massive des Juifs de la diaspora, spécialement d'Amérique du Nord, il faut le dire, spécialement des États-Unis et du Canada, des États-Unis spécialement, je crois qu'Israël n'aurait pas tenu le coup. Dans les années 50, il n'y avait rien ici. Je me rappelle, on recevait des paquets de la poste avec de la nourriture. On finançait notre sécurité en allant demander de l'argent aux Juifs d'Amérique. Et en même temps, on niait la Shoah. C'était là un dilemme difficile de ces années. Et le Yeshuv en Israël grandit et grandit et grandit. Et je me rappelle très bien, et vous peut-être, vous aussi peut-être, qu'en 67, avant la guerre des 6 jours et durant la guerre des 6 jours, ou en 73, après la guerre, pendant la guerre de Yom Kippour et après la guerre de Yom Kippour, qu'est-ce que faisaient nos dirigeants? Qu'est-ce que faisait Pinchas Sapir, qui était le ministre de l'économie Israël, ou Levi Eshkol, qui était lui aussi le ministre de l'économie en 67, qui était premier ministre, pardon, en 67, eh bien, ils allaient aux États-Unis pour demander, et avec raison, l'aide des Juifs d'Amérique. On était étouffés. Donc, c'était là la relation la plus importante qu'avait Israël avec une diaspora. Une relation que je qualifierais de vitale, vraiment, absolument vitale. Cela a peu à peu changé avec Israël qui se renforce dans les années 80, avec le processus de paix des années 90, avec l'économie d'Israël qui commence à germer. Oui, il y a encore eu de l'aide de la part des communautés juives de la diaspora, mais elle est allée en diminuant. Et il faut dire la vérité, Israël n'en avait plus tellement besoin. Jusqu'à ce que nous soyons arrivés aujourd'hui à une situation où, mettons que si on vous disait les diasporas, les communautés juives d'Israël vont cesser toute leur assistance à Israël, moi, en tant qu'ex-président du Keren Hayesod, je verrais en cela une catastrophe, comme d'autres institutions. Mais cela ne mettrait pas en danger l'existence ou même l'économie d'Israël. Oui, il faudrait peut-être se serrer un peu la ceinture. Les universités bâtiraient moins de nouveaux bâtiments, les hôpitaux moins de nouvelles ailes. Il y a certains problèmes. Mais nous ne sommes plus aujourd'hui dans la relation de dépendance où Israël était au début, dans les années 50, 60, 70. Nous étions dépendants de la diaspora, tout en la regardant de haut. Pas seulement Ben Gurion. Vous qui vivez en Israël, vous savez très bien quelle est l'attitude des Israéliens envers les Juifs de la diaspora.
Et pour illustrer un peu ce que je vais dire, je vais prendre deux exemples. Je pourrais en prendre infiniment plus, mais je vais prendre deux exemples. Les États-Unis d'un côté et la France de l'autre. Et pourquoi cela? Parce que les États-Unis, à part Israël, ont la plus grande population juive du monde, un peu moins que 6 millions. La France a la population juive la plus importante d'Europe, un peu moins qu'un demi-million. Il y a beaucoup d'autres communautés importantes. Je reconnais l'importance de beaucoup de communautés. Le Canada, par exemple, une communauté extrêmement vibrante. L'Argentine, le Brésil, l'Angleterre, l'Australie, encore beaucoup. Mais j'ai seulement 15 minutes, donc je ne peux pas m'attarder sur trop de communautés. Je vais parler de nos liens avec la communauté juive américaine et française. Et en Amérique, encore aux États-Unis spécialement, encore une fois, c'était là où nous trouvions notre soutien, où nous trouvions nos moyens, où nous trouvions tout ce dont nous avions besoin. Mais il y a là un phénomène inquiétant ces dernières années. Inquiétant, parce qu'aux États-Unis, il y a une nouvelle génération juive qui n'ont pas connu l'Holocauste. Pas seulement eux, leurs parents n'ont pas connu l'Holocauste, n'ont pas connu la création de l'État d'Israël. Pour eux, c'était déjà un fait. Oui, nous sommes américains, juifs américains, il y a Israël, nous aidons un peu, mais voilà. Mais cette nouvelle génération aujourd'hui, et je le dis avec énormément de peine, s'est éloignée de l'État d'Israël pour un tas de raisons. Pour un tas de raisons. La première, celle que je vous ai dit, ils ne comprennent pas quel serait le sort des communautés juives de la diaspora sans Israël. Ils ne connaissent pas cette réalité. Ils ne l'ont jamais senti. Puis en Amérique, les Juifs d'Amérique, ce n'est pas un groupe homogène. Il y a trois grandes tendances. Les réformes, qui sont les Juifs réformistes, sont les plus grands, les conservateurs et les orthodoxes. Trois grandes tendances différentes aux États-Unis. Et il y a aussi d'autres sous-tendances. Vous avez les orthodoxes modernes, vous avez les libéraux, enfin, mais je ne vais pas les énumérer tous. Vous avez trois grandes tendances. Et dans deux de ces tendances, chez les réformistes, mais aussi chez les conservateurs, moins chez les conservateurs que chez les juifs réformés, le taux de mariage mixte, des fois, dans certaines communautés, s'élève à 70%, mes amis. 70%. C'est un vrai danger démographique. Ce n'est pas que la situation dans les autres communautés juives du monde est brillante. Non, loin de cela. Mais là, nous avons un vrai problème. Et ensuite, nous avons aujourd'hui un problème que la majorité des Juifs américains sont de tendance libérale et voient en Israël une évolution, dirais-je, vers la droite. Je peux expliquer cela encore une fois par des chiffres. 70% des Juifs américains ont voté démocrate, encore une fois, pendant cette élection. 70% des Juifs israéliens préfèrent Trump à Biden. Vous avez là déjà une différence politique importante, importante. Vous avez aussi beaucoup de critiques aux États-Unis sur le fait que les ultra-orthodoxes en Israël ont pris ces dernières années une place beaucoup plus importante et prépondérante qu'avant. Et ce qui symbolise cela peut-être le plus aux yeux de cette communauté américaine, aux yeux des réformistes et des libéraux et des conservateurs, c'est le fait qu'ils n'ont pas accès
au mur des lamentations pour prier selon leur rite, mettons hommes et femmes ensemble, ou des femmes qui montent à la Torah, quelque chose que le gouvernement israélien avait compris, avait essayé d'arranger, mais parce qu'il y a eu une forte pression des cercles ultra-orthodoxes, cet accord a été annulé et il en reste un goût amer dans la bouche de beaucoup de communautés américaines. Et je connais bien l'Amérique. Et j'ai été frappé il y a un an, avant le Covid, quand on pouvait encore voyager. J'étais aux États-Unis juste avant Rosh Hashanah. J'étais à Washington, où je connais beaucoup de monde, car j'ai servi beaucoup d'années là-bas. Et j'ai un ami, très bon ami, un rabbin conservateur. Il n'est pas orthodoxe, il n'est pas réforme, il est au milieu. Et on s'est vu quelques jours avant Rosh Hashanah, et je lui ai dit, dis-moi, tu vas donner un beau discours pour relancer l'identification de ta communauté avec l'État d'Israël. Il me regarde comme ça, il dit, non, ami, je ne crois pas. Parce qu'aujourd'hui, Israël, qui était dans les années 50, 60, 70, même 80 et 90, qui était un symbole de l'union des Juifs américains qui entouraient tous Israël et qui soutenaient tous Israël, aujourd'hui, il y a des divergences. Et si je fais mon sermon sur Israël, il y a des gens à qui cela ne va pas plaire. Et je vous parle d'une communauté pas extrême, pas réforme, pas libérale, conservateur. Avi Pazner, je suis absolument, comme tous nos spectateurs, je crois, captivée par votre récit. Malheureusement, je suis obligée de vous rappeler à nos contraintes de temps, et je sais que vous voulez encore nous parler de la communauté juive de France. Alors, je suis obligée de vous pousser un petit peu à la roue. Vous voudrez bien Alors, m'excuser. je le ferai en 2 minutes. Je le ferai en 2 minutes. La communauté juive de France, c'est exactement l'opposé de la communauté juive des États-Unis. Elle n'a jamais aidé financièrement l'État d'Israël, ou très peu. C'est une communauté homogène, mais c'est une communauté dont le cœur bat en unisson avec Israël. Quel que soit le gouvernement ici, quelles que soient les conditions ici, vous avez, pendant toutes ces années et jusqu'à aujourd'hui, une solidarité totale des Juifs français avec Israël, qui se reflète aussi par le phénomène de l'Aliyah, qui, comme l'a dit le professeur de la Pergola, il y a de bonnes années, il y a des années moins bonnes, mais vous avez là un phénomène juste à l'opposé des États-Unis d'identification complète avec Israël. Et je voudrais conclure par dire que, à mon avis, le gouvernement israélien, la société israélienne, nous tous, devons faire un gros effort pour essayer de ramener les communautés, ce n'est pas seulement la communauté américaine, puisque je n'ai pas le temps, je ne vais pas parler des autres, pour ramener les communautés de la diaspora qui se sont un peu éloignées d'Israël, pour les ramener vers nous. Ils en ont besoin, eux. Nous en avons besoin nous-mêmes. Le peuple juif a besoin de cela. Alors voilà, s'il y a d'autres questions, après je suis prêt à répondre. Merci beaucoup. Merci à vous d'abord. Je crois que vous avez donné des directions supplémentaires au débat.